pense qu'aujourd'hui, on a fait nos preuves, tu vois, sur la partie croissance d'un business en B2B. On l'a fait sur plusieurs produits de façon répétable. On a revendu déjà des boîtes. Et globalement, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils ont un peu besoin de la formule magique, tu vois. Comment tu fais pour gérer en multi-produit le message de chacun pour qu'il soit cohérent? Comment tu fais pour imbriquer tous les produits sous une bannière? On est dans un milieu, la Startup Nation, où il y a beaucoup de gens qui mentent, beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, qui pensent toujours que le fake it until you make it, c'est un truc qui doit continuer, alors que je ne pense pas, tu vois. C'est bien d'avoir une vision produit, mais je trouve que ça embarque jamais assez les équipes si tu reviens pas toujours à l'essence qui est le client, tu vois. Il ouvre genre Taplio et il fait: je vais vous montrer l'exemple d'un outil que j'utilise, mais où je trouve que le messaging est nul. Et là, il ouvre Taplio comme ça. Et du coup, genre, il commence à pied sur la landing page de Taplio et tout. Hilarant. Et moi, j'étais là et tout, je fais: mais en fait, Anthony, tu sais que c'est notre produit ou pas? Et là, il devient genre tout rouge, tu sais, Il a parce cru que c'était une blague. ouais, il était genre en mode non, mais tu déconnes et tout. Et après, je dis non, mais. Et après, il a vu que ça nous faisait marrer, donc on lui a dit: bon, bah, tu sais quoi, c'est bon, tu nous as gagné. Salut Guillaume. Salut, Tim, ça va? Ça va, bah ouais, ça va, ça fait un quart d'heure qu'on parle déjà, mais je te dis salut au cas où. Guillaume, trop content de te recevoir pour la deuxième fois sur Clé de voûte, 3 ans après le premier, je crois. Waouh, Il s'est ça passé passe des vite. choses. Ouais. J'ai pas regardé les chiffres de l'époque où t'en étais, c'était déjà impressionnant. Mais si je me gourre pas, on était à moins de 10 millions à l'époque, quand même, Ouais. d'ARR. Ouais, on devait être en dessous, juste en dessous, ouais. Ouais, trop Mhm. marrant. Bah, Guillaume, justement, je viens un peu de donner ce qui va se passer ensuite. Là, t'es le CEO de l'Empire maintenant. On dit plus l'Emlist, parce qu'on disait l'Emlist à l'époque. À l'époque, ouais. Et d'ailleurs, raconte-moi un peu rapidement là, ce que c'est que l'Empire, pourquoi changement de nom et ce qui se cache derrière l'Empire. Ouais, l'Empire, du coup, c'est une suite de produits qui aident les entreprises à trouver des nouveaux clients et les garder. On a commencé avec l'Emlist, qui était l'outil phare de prospection automatisée multi-channel. Et par la suite, on a commencé à rajouter des produits parce qu'on se rendait compte que nos clients avaient de plus en plus de besoins. Donc, ça a commencé avec l'Emwarm, qui permettait du coup de faire en sorte que tes emails arrivent bien dans ton inbox et pas dans les spams. Puis ensuite, on a compris que les gens, ils galéraient un petit peu, tu vois, pour générer du lead. Donc, on s'est dit, comment nous, est-ce qu'on en génère beaucoup? En fait, on a été pionnier sur ce qu'on appelle le warm outreach. Donc, contacter des gens qui ont déjà entendu parler de toi, mais qui t'ont jamais contacté. Donc ça passe par la création de contenu sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou même Twitter. Donc, on a eu Taplio et TweetHunter. Et ensuite, on s'est dit, en fait, maintenant qu'ils ont les leads, qu'ils arrivent à les contacter et qu'ils arrivent à booker des meetings, ça serait bien d'avoir un outil pour faire en sorte que quand les gens bookent un meeting, ils se pointent vraiment au rendez-vous. Et donc, on a lancé l'Emcal, qui est un outil qui permet de diminuer ce qu'on appelle le taux de no-show, donc de personnes qui ne se présentent pas au meeting, grâce à une page de booking qui est ultra personnalisée. Excellent. Bon, merci beaucoup pour ce résumé. Ça a bien évolué. La preuve, c'est que je pense aussi qu'à l'époque, au-delà du chiffre d'affaires, il n'y avait pas tous ces produits. Taplio, TweetHunter, pour sûr, c'était pas. Ouais. C'était une acquisition. Que C'est vous une avez faite. acquisition, ouais, d'ailleurs. Donc, elle n'avait pas eu lieu. L'Emwarm, je pense que oui, c'était là. C'était le début, ouais. Et l'Emcal, je pense pas. L'Emcal, c'était pas, non. Ouais, c'est ça. L'histoire. L'Emcal, c'est très récent. C'est récent. J'aime bien d'ailleurs, très sympa. Je suis client. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup évolué pour toi en tant que CEO. Alors, votre boîte, l'Empire, c'est combien de personnes? 90 Ouais, 90, on va se rapprocher des 100 bientôt. 90, avec des étapes dans l'évolution qui sont un peu enchaînées en fait entre les acquisitions, les nouveaux produits, etc. Alors, je ne vais pas refaire tout l'épisode et tout ce qui s'est passé sur l'Emlist. Il y a beaucoup de choses. On a entendu beaucoup parler de toi pour plein de sujets que moi, je connais par cœur, mais que sans doute des gens vont découvrir comme d'hab dans les épisodes. Je mettrai un max de contenu dans la description pour que les gens se renseignent, mais on va refaire des points de référence et tout. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, donc, sur ce podcast, on parle essentiellement de produits. Le produit, c'est au centre de tout, mais du coup, ça veut dire qu'on va parler d'autres sujets connexes. Mais peut-être, ce qui m'intéresserait, c'est que arriver à... Ça fait quoi? On est en 2024, donc la boîte a 6 ans. Ouais, 6 ans et demi. 6 ans et demi. Donc 6 ans et demi après la création. Toi, c'est quoi tes rapports au produit en tant que CEO et fondateur aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu y touches encore? Est-ce que plus du tout? Enfin, ça m'intéresse un peu. Alors moi, j'utilise toujours le produit parce que tu vois, j'aime bien garder encore les pieds sur terre, voir ce qui se fait, etc. Donc, je suis tout le temps à utiliser les différents produits, regarder, tu vois, les différentes évolutions. Par contre, aujourd'hui, en fait, moi, j'ai structuré la boîte depuis environ 1 an. Ça m'a pris 1 an à faire en sorte de me retirer au maximum de l'opérationnel pour que je puisse être un peu plus focalisé sur ma zone de génie, qui est ce que je vais appeler le top of funnel. Donc, j'ai du coup recruté une super personne, Charles, qui est arrivé un petit peu comme un late founder, parce que moi, du coup, je suis seul dans la boîte. Et Charles, en fait, je suis seul fondateur restant dans la boîte.
Et Charles, du coup, est arrivé en tant que COO, donc vraiment à la base opération, et puis est devenu aussi General Manager par la suite. Et donc, c'est vraiment lui, tu vois, avec Charles, on bosse beaucoup ensemble, on échange vachement sur la vision, on se partage un petit peu, tu vois, tous les échanges qu'on peut avoir avec les clients, parce que lui, évidemment, il a des échanges avec tous les C-level de son network et des clients. Et moi, de par, évidemment, les 6 années et demie passées à faire ça, bah, j'ai encore plein de clients avec qui je reste en contact et on discute souvent, plus des interviews que je peux faire. Et donc, en gros, à deux, on arrive à créer une vision assez forte de ce qu'on veut et de là où on veut aller. Et ensuite, évidemment, il y a tous les insights qui remontent et qui nourrissent un petit peu cette vision. Mais au jour le jour, moi, je suis plus du tout impliqué dans le produit aujourd'hui, quoi. Tu n'es plus là sur les décisions de fonctionnalité, par exemple, ou sur des sujets, je sais pas, de résolution technique, de bugs ou de machin comme ça. C'est plus un rôle que tu prends. Ça va dépendre, en fait. Là, tu vas me dire non, mais tu te dis, attends, au fond, j'avoue qu'il y a un bug qui m'a bien cassé les bonbons hier. Non, en fait, mon rôle aujourd'hui, j'avoue que c'est vraiment de bosser beaucoup plus avec Charles, tu vois. Et Charles, ensuite, c'est lui qui gère, tu vois, toutes les décisions. Donc, en fait, ça va être lui, tu vois, le décisionnaire. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, je lui fais 100% confiance. L'année, tu vois, de transition pour moi, elle était un peu difficile parce que petit à petit, je me suis un peu transformé en inspecteur des travaux finis, ce que je déteste, tu vois. Donc, tu sais, c'est le gars qui, au final, laisse les gens faire quelque chose et après, une fois que c'est fait, vient se plaindre en disant « Mais attends, ça et ça n'a pas été bien fait. » Et du coup, là, je change totalement la façon de faire parce que clairement, j'ai pas envie d'être un connard comme ça. Donc, l'idée, tu vois, c'est beaucoup plus de bosser avec Charles puisque de toute façon, genre, je lui fais 100% confiance. Et ensuite, tu vois, quand il y a des choses où je me dis potentiellement ça pourrait être fait un peu différemment, rediscuter avec lui, essayer de comprendre, peut-être parfois un peu challenger. Et idem que lui, tu vois, me challenge sur mes idées. Et à deux, tu vois, on s'entend bien, on y arrive bien. Et après, sur la partie bug et technique, j'avoue qu'il y a des fois où, en fait, dans des sujets qui sont très techniques, je pense que j'ai toujours, en fait, ça, c'est assez marrant, d'ailleurs, on en parlait avec Ty Chris, tu sais, qui a fait On-Off. En fait, le problème, c'est que je trouve que les gens qui sont très techniques, ils ont une vision, comme ils ont la tête dans le guidon et les mains vraiment trop dans le cambouis, ils n'ont pas tout le temps une vision assez large pour résoudre des problèmes. Et tu vois, c'est comme Elon Musk, par exemple, la plupart des ingénieurs qui sont ultra techniques et brillants te diront qu'Elon Musk, c'est pas un genre super ingénieur. Mais par contre, c'est lui qui trouve les idées, tu vois. Et c'est lui qui trouve les idées de résolution parce qu'en fait, il pense vraiment différemment. Et tu vois, sur quelques sujets très techniques encore, bah, ça m'arrive en fait d'arriver et de proposer des solutions, tu vois, qui soient même très techniques parce qu'en fait, j'ai compris et j'ai tellement poncé le sujet que, bah, tu vois, j'arrive bien à résoudre des puzzles en fait. C'est plutôt ça, tu vois. Et donc, Charles, je crois que c'est Tenot, Tenot, ouais, c'est ça. Tenot, pour les gens qui veulent aller voir son profil. Ça veut dire qu'il chapeaute aujourd'hui la partie tech et produit, si on a une En gros, si tu veux, l'organisation, c'est moi, je suis CEO et je bosse en direct avec Charles. Et Charles, en fait, lui, il manage tout le monde. Donc, il manage la Chief of Staff, avec qui je peux bosser aussi un peu sur certains projets. Ensuite, il manage CTO, produit. En fait, il manage tous les C-level. Charles manage le CTO. Ouais. Ok, ça c'est rigolo comme orga. Ouais. C'est assez peu commun. Ouais. Bah, il est vraiment general manager en fait. Ok. Donc c'est lui qui est, tu vois, genre son objectif en fait, c'est de faire que l'exécution soit parfaite. J'ai vu, il y a une orga comme ça qui me fait, je sais pas si tu es au courant de ça, qui est très similaire, c'est Superhuman. Ok. Ils ont, je fais juste une parenthèse, mais c'est assez inspirant. Et d'ailleurs, il y a un post sur eux hier qui a explosé. Ok. En gros, Raoul Vora, qui est le fondateur, qui a été très connu pour avoir documenté le fait que tu pouvais soi-disant mesurer ton product market fit. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais très intéressant. C'était un beau buzz ce truc. Ouais. Il a décidé à un moment de se je dire. Je l'ai fait ce test. Tu l'as fait, bon, je crois qu'on l'a tous essayé à un moment. Il a décidé de se dire, écoute, moi, le rôle de CEO en tant que tel, c'est-à-dire prendre toute la responsabilité de la boîte, c'est trop pour moi. Ma zone de génie, elle n'est pas là. Et il faut que je trouve quelqu'un. En fait, il a nommé un gars qu'il appelle président, donc president, qui n'est pas président PDG comme en France, qui est d'ailleurs un Français qui s'appelle Paul Tessier, qui est un ancien de PayPal, qui a été CPO de Gorgias, etc. Et donc Raoul s'est mis sur ces sujets qu'il adore, et il a expliqué que du coup, Paul, le président, a repris le rôle a repris la responsabilité de CTO, CEO, etc. Ouais. Et donc, tu as un peu la même chose avec pas les mêmes titres, mais en tout cas, en termes d'exécution, apparemment, c'est lunaire ce qui s'est passé
en termes d'organes. Voilà. C'est une parenthèse juste pour. Bah, moi, je le vois aussi, tu vois. En un an, en fait, Charles, il a transformé la boîte, quoi. Vraiment. Enfin, tu vois, en termes d'organisation et tout, que ce soit l'ambiance, la team, le level, tu vois. Lui, il m'a vraiment fait prendre conscience que, tu vois, à la base, je m'étais dit, bon, je le recrute et il va faire avec la team qu'on a et tout. Et en fait, il m'a fait prendre conscience que on peut se permettre maintenant de créer une équipe avec les ressources qu'on a. Tu vois, là, on a dépassé les 26 millions d'ARR, on va faire 10 millions d'EBITDA. En fait, on a le cash, on est super lean et en fait, on peut se permettre de recruter vraiment des top profils. Et donc là, tu vois, en un an, notre objectif à Charles et à moi, ça a été d'aller trouver des top profils pour créer une C-level team qui soit juste folle. Et ça, en fait, ça fait toute ta différence. Magnifique. Et dernier truc que j'ai à te demander là-dessus, donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu te nourris historiquement et toujours d'éco clients. Tu fais un peu ta petite discovery en fait en continu. Charles de son côté également. Est-ce que vous documentez, est-ce que vous travaillez les sujets de vision et de strat de produit qu'on entend beaucoup parler dans les métiers du produit? Tu sais, le fait d'avoir une vision que tu partages partout dans la boîte, qui t'aide à mieux recruter, qui t'aide à créer moins de silos dans les boîtes, à mieux vendre aussi. Est-ce que ça, c'est un sujet pour toi ou... Ouais, c'est un vrai taf. C'est un vrai taf, ça passe par beaucoup de doc notions chez nous. Ouais. Donc Charles, il fait ça très très bien. Il va créer des gros docs, après on va challenger les docs, on va discuter. Lui, il a une vision, tu vois, qui est très claire, très sharp. Et moi, j'avoue que je rajoute parfois un peu la partie market, storytelling, tu vois, pour essayer d'emmener un petit peu plus les équipes sur certains sujets. Donc, c'est un bon combo. Et après, derrière, tu vois, il y a les press monthly à la team avec les customer stories, etc. Et parce qu'en fait, c'est bien d'avoir une vision produit, mais je trouve que ça embarque jamais assez les équipes si tu reviens pas toujours à l'essence qui est le client, tu vois. Et donc, par exemple, tu vois, je sais pas, tu as développé, on a lancé une base de données qui a la plus grosse base de données au monde en B2B, machin. Bah, en fait, ça, c'est cool. Les équipes, elles ont bossé longtemps dessus et elles continuent de bosser dessus. Mais si derrière, t'as rien sur le customer et t'as rien sur l'impact financier, en fait, les gens, ils se demandent, bah ouais, c'était cool, mais c'est quoi la suite, tu vois? Est-ce qu'on a un impact ou pas, tu vois? Et ce que les gens veulent, c'est avoir de l'impact. Donc toi, tu vois, il faut toujours, quand il y a des gros lancements comme ça, être sûr avec le marketing que tout le monde est raccord pour qu'au prochain team meeting, bah, en fait, on soit là, bah, regardez, il y a eu tant de centaines de milliers d'utilisations de la base de données, tant de campagnes, machin, ça a généré tant de rendez-vous clients grâce à la data qu'on a découverte. Ensuite, il y a telle personne qui a parlé de ci, ça, et voilà comment ça a changé sa vie. Bah, en fait, quand tu vois ça, tu te dis, ok, tu vois, on va dans la bonne direction et c'est cool, tu vois. Clairement. Sur ce sujet d'orga, pour finir, est-ce que y a un conseil, un truc, un déclic que tu as eu, que tu aimerais communiquer ici, partager parce que ton orga a bien évolué, comme on disait. Un truc que tu as envie comme ça qui te vient à la volée. Ouais, je pense un truc cool, c'est ne pas avoir peur de déléguer. Et si, pendant longtemps, en fait, en tant que CEO, je pensais que si les gens étaient meilleurs que moi, ils auraient monté une boîte, tu vois, et ils seraient à ma place, en fait, parce que j'arrivais pas à recruter des gens qui étaient assez bons. Mais en fait, quand tu commences à savoir recruter des gens exceptionnels, et pour ça, en fait, la raison est simple, il faut juste mettre le bon budget. Mais quand tu arrives à le faire, en fait, la différence, elle est instantanée. Et donc, il ne faut pas hésiter à déléguer, il ne faut pas hésiter à prendre au sérieux le rôle du recrutement. Longtemps, j'ai délégué par des agences, des machins, comme j'arrivais pas et tout. C'est la pire des façons de faire. Toi, t'aimes pas trop ça, Non. externaliser ça, t'aimes bien garder ça. Bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand je veux contacter des profils, des top profils, bah, je les contacte sur LinkedIn. Puis toi, ils te répondent, quoi. Ouais. Moi, je pense que j'ai 90% de taux de réponse et 50% avec qui je book des meetings, tu vois. Donc, Alors ça pourquoi? Parce que juste pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est parce que tu documentes beaucoup, que mine de rien, tu as une preuve sociale forte sur les réseaux. Pas mal de contenu. Ouais. D'où encore un effet collatéral de documenter, de publier. On pourra en parler plus tard dans l'épisode. Ça, c'est clair. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, l'écriture, c'est une façon très simple de donner aux gens un aperçu de ce qui se passe dans ton cerveau. Et clairement, les gens qui sont très intelligents, ils n'ont pas envie de bosser pour des gens bêtes, tu vois. Et je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement brillant ou quoi, mais juste, tu vois, ma façon de faire les choses et la façon dont j'écris du contenu, au moins, ça montre deux aspects de ma personnalité. Un, mes valeurs, et deux, tu vois, que je suis quelqu'un qui a fait, qui sait faire et qui continue de faire, tu vois. Et je trouve qu'on est dans un milieu, la Startup Nation, où il y a beaucoup de gens qui mentent, beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, qui pensent toujours que le fake it until you make it, c'est un truc qui doivent continuer, alors que je ne pense pas, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un problème. Et quand je pense que les gens se rendent compte de
l'authenticité que certaines personnes peuvent avoir, en fait, ça match beaucoup plus vite, quoi. On fait un petit passage sur le fake it, c'est rigolo, ça, ta Ouais. conviction. Alors, désolé, ça sort un peu du sujet, on va revenir vite. C'est quoi ta conviction là-dessus? En fait, je pense que ça marchait très bien, le fake it until you make it, quand il n'y avait pas Internet, en fait. Enfin, tu vois, quand les choses étaient au tout début et qu'on ne pouvait pas vérifier de l'information. Mais en fait, l'essence même de une boîte que tu fais, c'est tu résous un problème avec ta solution, qui peut être un produit ou un service. Et pour que les gens acceptent que tu résolves leurs problèmes, il faut qu'ils te fassent confiance. Mais à partir du moment où tu fake it, en fait, pour moi, dès que la personne va se rendre compte de ça, la confiance, elle va être cassée. Ouais. Et en fait, le fake it until you make it, même si les gens ils t'ont fait confiance jusqu'à ce que tu réussisses, le moment où ils capteront que en fait, tu étais un mytho, en fait, est-ce qu'ils vont continuer de te faire confiance? Non, tu vois. C'est comme le truc de, je sais pas, tu sors avec quelqu'un, ça se passe super bien, tu as l'impression que c'est la femme de ta vie, et en fait, tu te maries et elle te fait « Ah, au fait, tu sais, au début de notre relation, en fait, je t'ai grave trompé. » Est-ce que tu vas te dire « Ah ouais, super, meilleur mariage au monde ?» ou tu vas te dire « Bah non, en fait, je fais pas confiance à cette personne, tu vois. » Ça rend le lien de confiance. Ouais, Mais c'est ça. ça veut pas dire par contre que tu es derrière fake it until you make it. C'est sûr que si tu l'appliques en tant que tel, ça veut dire en gros que tu fakes tout. Ouais. Mais il y a quand même une attitude qui est intéressante de se dire il faut pas avoir peur d'aller un peu au-delà, tu vois, de ce qui existe réellement ou au-delà de ton positionnement actuel. Il faut pas avoir peur et prendre une attitude pour aller un peu prendre les devants au début, quoi. Ça, je suis 100% aligné et je pense que c'est... moi, je dirais que c'est plutôt... ça serait live it before it happens, tu vois. Donc, c'est genre vraiment incarne le changement que tu as envie de voir, porte ta vision, porte ton produit, parle du futur comme si c'était le présent. Ça, tu vois, j'ai pas de problème avec ça parce que, évidemment, que tu as besoin en tant que fondateur de driver des équipes. Tu dois convaincre des gens que quelque chose qui n'existe pas doit exister. C'est un peu de la folie, tu vois. C'est le devin qui doit montrer la voie à quelqu'un. Ça, c'est aucun souci. Mais par contre, le fake it until you make it, ça a été tellement poussé que, tu vois, moi, je te donne un exemple très simple. Je me suis retrouvé à investir dans une boîte qui annonçait qu'elle faisait 15 ou 20 cas de MRR. Ensuite, ils me demandaient d'être au board, donc j'ai accepté pour les aider. Premier board meeting, ils sont genre à 10 cas de MRR. Ouais, ça commence mal. Et je fais, mais attends les gars, vous avez perdu, je sais pas, quasiment 50% de votre MRR. Mettons que s'ils étaient à 20 cas, tu vois, ils m'avaient annoncé ça. Et là, ils me disent, ah ben non, en fait, on a eu de la croissance. Je dis, mais comment ça, vous avez de la croissance? Vous m'aviez annoncé 20K. Ouais, mais tu sais, fake it until you make it. Bah non, mec, en fait, tu vois, je mets de l'argent dans ta boîte, tu mens pas sur tes chiffres. En fait, c'est pas une façon de faire, tu vois. Et les gens, tu sais, des fois, ils ont le cerveau totalement grillé par tout ça, quoi. C'est dingue. Bon, tu les suis toujours? Ouais, ça va, j'ai pardonné. Ils ont bien misé. Ouais. Peut-être pour finir, il y a une autre question qui m'est venue sur les sujets d'orga et après on va passer à un autre sujet. J'ai cru comprendre du coup que tu vas me dire si tu peux communiquer tout. Il y a l'arrivée d'un ou d'une CPO qui devrait se faire peut-être un de ces quatre bientôt en 2026, 2027. Ouais. Et donc du coup, l'orga va peut-être un peu bouger encore. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce que du coup, comme là, tu disais que Charles chapeaute la tech et le reste, est-ce que tu vois une évolution là-dessus? Est-ce que Charles va chapeauter aussi la responsabilité du CPO? Charles, il va toujours rester au-dessus de tous les C-level. Okay. Donc, que ce soit CPO, CMO, etc., ce sera toujours Charles qui va manager cette équipe-là. Moi, j'arrive en intermittence, un peu comme un joker, ou juste parfois pour mettre un peu le feu, tu vois. Enfin, c'est un peu le dynamic duo qu'on a décidé de créer. Et ensuite, le CPO, du coup, qui va arriver la semaine prochaine. Donc, j'ai pas dit trop de bêtises. Ça va, ça se rapproche. En gros, l'idée, c'est que l'organisation, elle va un tout petit peu changer. Donc, Kevin, qui nous avait rejoint, en fait, c'était mon bras droit en tant que stagiaire. Incroyable. En licence. Ensuite, il est devenu, du coup, Head of Growth. Ensuite, il est devenu... Cheat Guy. Ouais, le Cheat Guy. Ensuite, il est devenu Head of Product and Design. Et là, du coup, il va passer VP Product and Design. Et il est parti sur le produit alors. Ouais, il reste sur produit design. Et en fait, ce qu'on voulait, comme il avait déjà bossé avec le CPO qui à la base était freelance en duo, en fait, on voulait quelqu'un d'un peu plus senior pour vraiment l'aider à level up. Ouais. Et en même temps, tu vois, que Kevin puisse être focus dans sa zone de génie et que la personne, tu vois, qui nous rejoint, qui est meilleure sur la partie management, etc., qui a plus d'expérience, puisse aussi chapeauter un peu plus tout ça. Tu arrives à savoir pourquoi cette orga, du coup, qui n'est pas commune,
Et pourquoi tu fais pas comme les autres en fait? C'est-à-dire, je te la fais courte, hein, un CEO au Comex ou une CEO, une CPO, une CTO. Pourquoi c'est pas comme ça chez toi? Ouais, Ou pourquoi c'est comme ça chez les autres, tu vois? ouais, en fait, honnêtement, ça s'est fait un petit peu Ouais. naturellement. C'est-à-dire que je pense que ça se fait avec l'histoire de la boîte aussi, où j'ai toujours eu un gros impact sur tous les départements. Et donc, quand moi, j'ai voulu me retirer un petit peu, je me suis plutôt dit que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me remplacer, parce qu'on avait toujours Mmh. fait comme ça, et que je voyais pas forcément chaque personne être suffisamment honneur de sa verticale sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui puisse leur dire vraiment on va dans cette direction et il faut vraiment, tu vois, qu'on fasse les choses de la meilleure des façons. Mais c'est assez inspirant parce que, tu vois, on va toujours répliquer, ce qui semble fonctionner et preuve en est qu'en fait, d'autres orgas peuvent aussi bien fonctionner. On le disait en off tout à l'heure, vous êtes une boîte qui va très, très vite, à la fois en croissance, mais aussi en exécution en interne, validée par des gens du métier. Et on le voit dans les chiffres. Enfin, je sais pas si tu as fait le ratio EBITDA sur nombre de personnes, il est lunaire. Et je parle Ouais. d'EBITDA, pas du chiffre d'affaires. Parce que les gens souvent font CA sur Ouais, nombre de personnes. ouais, et Bida Sur des boîtes de conseil, on est à, je sais pas, 150 000 à peu près. Toi, je sais pas combien c'est, ça se compte en. c'est plutôt cool, ouais. C'est pas mal. Donc voilà, bon, Mm. c'est des chiffres un peu pifomètres. Mais voilà, comme quoi, juste, je pense qu'il faut retenir de ça qu'il n'y a pas une orga qui fonctionne pour toutes et tous, quoi. Peut-être la deuxième partie qui me vient en tête un peu et qui est très liée à cette première, c'est que vous avez dans cette boîte plein de produits. On en a parlé un peu en intro. Donc 6 produits, je crois, de mémoire, on a dit. Ouais, 5. 5 produits. Désolé, je t'en ai filé un gratos. C'est pas grave, il y en a Parce un qu'il autre dans qui le pipe. arrive. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui est hyper dur dans ce type de boîte, c'est d'une part de créer des ponts entre tous les produits. Donc là, il y a de la strat produit, il y a du parcours, enfin, c'est super galère. De deux, de trouver un message pour expliquer ce que c'est que l'Empire. Ouais. Et en plus, des strates de pricing où tu peux avoir parfois un peu de cannibalisation, tu peux avoir une déception sur un produit parce que l'autre est meilleur, et donc quelque chose qui est pas constant d'un point de vue qualité, donc les gens se posent la question de ce qu'ils payent, etc. Chaud qu'on parle de ça, c'est un sujet qui est vaste. Ouais, c'est un sujet qui est vaste et c'est surtout un sujet où on apprend beaucoup en fait. Parce que c'est vrai que tu sais, c'est un peu cette. Tu regardes ça chez par exemple Procter Gamble, qui est une boîte, tu vois, qui détient tous les, je sais pas, Head and Shoulders, des shampoings, des savons, etc. En fait, tu as toujours ce truc d'expansion et ensuite de rétraction, tu vois, où genre tu as toutes les. Donc tu rachètes des boîtes et ensuite tu les revends, etc. Tu vois, c'est un peu un cycle qui respire. Et chez nous, tu vois, on se pose toujours cette question en mode bon, on va faire plein d'autres produits ou en fait, putain, les gars, ça devient le bordel, on perd trop de focus et il faut qu'on revienne, tu vois, plus au centre et qu'on double down sur ce qui fonctionne. Donc en fait, là, le gros taf, je dirais que c'est de réussir à avoir une vision qui englobe vraiment les produits et ne pas essayer, tu vois, d'avoir les produits et ensuite de créer ta vision. Parce que ça, tu vois, c'est un des risques. Et je pense que c'est un truc qu'on a quand même bien réussi à faire. Mais par contre, c'est un travail qui demande je pense, c'est une habitude, c'est une gymnastique mentale qui est pas facile et qui se travaille, mais du coup que tu peux pas demander à tes équipes de faire ou à très peu de personnes dans tes équipes. Donc en fait, pour moi, le multiproduit, pour que ça fonctionne, il faut vraiment organiser ça en squad, donc avec des petites équipes dédiées à des produits ou en particulier. Donc si tu veux, pour résumer, pour moi, tu as la fonction core du produit, c'est le product manager et avec sa squad de dev, tu vois. À côté de ça, la vision, elle est déjà définie. Pour les produits, il y a une roadmap qui est claire. Et en fait, on itère. Et après, pour tous les changements de features qui sont, je dirais, assez simples. En gros, un utilisateur n'est pas content pour x, y raison. Oui, son feedback fait sens. On l'a reçu 10 fois. On peut faire l'itération. Ça, c'est géré par la team elle-même. Mais la vision long terme sur là où on veut aller, ce qu'on veut faire, c'est géré un petit peu plus haut. Ensuite, ces équipes, elles sont du coup un peu spécialisées. Et après, tu as des fonctions sur la partie business qui sont un peu différentes. Donc, tu vas avoir la fonction SEO, par exemple, qui a un canal d'acquisition, ou ads, par exemple, si on veut faire des ads. En fait, l'SEO chez nous, tu vois, tu as un gars qui est un peu genre le mastermind, qui va faire le mapping en fait, des types de sites qu'on doit avoir, avec quel type de mots-clés, etc. Et derrière, après, il a des assets. Et les assets, c'est un peu comme des designers, tu vois, on sait ce qu'on veut faire et maintenant, il faut le produire.
Et ben, eux, en fait, ils peuvent écrire des articles sur plein de sujets différents, mais on essaye d'avoir des focus par content writer, par vertical, tu vois. Et donc, du coup, ça permet quand même de séparer un petit peu tout et de faire en sorte que les produits et la stratégie d'acquisition puissent avancer en parallèle. Ok. Et ça t'évite, tu vois, d'avoir trop d'overlap et trop de confusion dans ce qui est fait. Donc ça, c'est la step 1, je dirais, c'est réussir à faire en sorte que les produits puissent fonctionner de façon indépendante et continuer d'avoir de l'attraction. Donc ça, c'est la phase je dirais qu'on a bien maîtrisée. Tes équipes, juste, tes squads, là, elles sont découpées par produit. Donc, tu as Ouais, un ou une PM qui est responsable de, je sais pas, ouais, l'EMWORM et l'EMCAL ou... ouais, c'est exactement ça. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Un PM en charge avec quelques devs autour ou un business / PM en charge pour faire deux, trois choses en même temps sur un produit. Mhm. Et ensuite, la phase 2, c'est comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on ait beaucoup de cross-sell, qu'on ait un marketing qui soit cohérent et que la vision en fait, d'intégration de tous ces produits fasse sens. Et ça, c'est vraiment une phase dans laquelle on est en train de rentrer, qui est complexe parce que tu vois, il faut bien réussir à faire les intégrations. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 2 projets qu'on a rachetés. Ils étaient codés dans une autre technologie. Donc forcément, tu vois, tu as des challenges techniques. On est en train de recoder un petit peu tout pour gagner de la rapidité par la suite, avoir tous les mêmes process, tout le monde au même niveau, etc., etc. Intégration des équipes. Donc tout ça, tu vois, ça prend un peu de temps. Mais par contre, je pense vraiment que sur le long terme, que l'objectif, tu vois, c'est de vendre un playbook en fait. Et dans ton playbook, il y a une utilisation de plusieurs outils. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait nos preuves, tu vois, sur la partie croissance d'un business en B2B. On l'a fait sur plusieurs produits de façon répétable. On a revendu déjà des boîtes. Et globalement, moi, ce que je vois, c'est que les gens, ils ont un peu besoin de la formule magique, tu vois. Et cette formule, en fait, nous, on la connaît et on l'a déjà fait appliquer à plein de clients et on sait que ça marche. Et donc maintenant, l'objectif, ça va être de la vendre at scale à encore plus de personnes. Tu as dit au début, il faut pas racheter des produits si c'est pas en accord avec ta vision. Donc, en gros, tu anticipes d'abord avec ta vision de boîte Ouais. et après, tu viens la compléter pour aller vers cette vision avec soit l'achat, soit carrément la création en interne d'un nouveau produit. Ouais. Cette vision, ça veut dire que vous la revoyez tout le temps? Cette vision, on la revoit, je pense, tous les 3 mois, un truc comme ça. Hein. Ok. Elle est challengée régulièrement. Tu En fait, poses avec Charles et... ouais. En fait, même ça peut être de façon. En fait, je dirais qu'une vision, c'est important de passer du temps dessus, mais que la vision, tu vois, c'est un peu. En fait, je dirais, pour prendre un exemple, la vision, c'est ton diamant, et en fait, le travail du quotidien, t'es un joaillier, tu vois. Et c'est à toi de le tailler, Je sais pas si le joaillier il taille le diamant. On va dire t'es tailleur de diamant parce que je suis pas un expert. C'était peut-être pas la mauvaise image à prendre. Mais bon, t'es tailleur de diamant. Et ça se fait au quotidien, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a des conversations que tu vas avoir qui vont te donner encore plus de confiance sur ce que tu disais, ou parfois qui vont te faire changer un petit peu d'avis. Et donc tout ça, tu vois, ça s'ajuste au fur et à mesure. Et donc quand tu as passé du temps à taffer sur ta vision, tu t'es posé, tu as travaillé dessus, il faut la laisser un peu se faire malmener, je dirais, par le marché et ne pas avoir trop d'ego pour pouvoir moduler afin d'avoir quelque chose de plus en plus solide. Et une fois que tu es assuré, tu vois, là, on commence à être vraiment très, très au clair de la vision. Et ben en fait, on sait qu'on va là et après, c'est juste bombarder et aller à fond, quoi. Et comment ça se passe une fois que tu te dis, bon voilà, je sais pas, on est en septembre là quand on enregistre, admettons, et c'est une hypothèse que vous venez de revoir la vision, là tu te dis, ok c'est bon, on a vu l'évolution de la vision, il faut qu'on fasse une acquisition en ce sens-là dans le mois prochain, ou il faut qu'on lance ce produit. Comment se passe cette décision pour aller chercher cette vision? Ouais, le buy or build, c'est ce qu'on appelle, donc soit tu rachètes, soit tu construis. C'est tout le temps un mélange en gros entre les opportunités qu'on a et aussi le côté ressources, tu vois. Parce que on a déjà beaucoup de produits, il faut allouer les devs de façon smart. Et à côté de ça, tu vois, c'est quand tu rachètes une boîte, on sait que il peut y avoir des problèmes, il faut intégrer les équipes, les technologies, c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de complexités. Donc, c'est vraiment faire la balance entre ces deux choses-là. Donc, c'est assez simple, hein, tu vois. Est-ce que tu as l'opportunité? Est-ce que tu as trouvé un business qui est cool? Est-ce que les métriques sont bonnes? Est-ce que les attentes correspondent? Et sinon, est-ce que c'est la top priorité? Mais tu vois, quand tu as 5 produits, c'est déjà quand même pas mal de taf. Mais on a un autre projet
qui est... je peux Dans le en pipe. parler, mais... L'épisode sortira un peu plus tard, donc si tu veux. Ouais, ok, je pense qu'on peut en parler. Mais en gros, un des projets qu'on a, c'est ce qu'on va appeler Founders Calling, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est proposer à des founders, CEO, CTO, de venir avec un petit package, donc genre, je sais pas, l'équivalent de 50K par an. Mais par contre, ils ont un budget de 500 000 balles par an pour créer un produit et le faire atteindre certains paliers. Et dès qu'ils atteignent 10K de MRR, ils récupèrent 100K eux dans leur poche, ainsi de suite. Et donc en gros, les mecs, en 3 ans, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent devenir multimillionnaires et en même temps être chez l'Empire. Mais par contre, on veut des profils qui veulent se buter, quoi, tu vois. C'est un espèce de studio en interne. C'est un studio, sauf que c'est un studio qui t'assure de devenir multimillionnaire si tu atteins des paliers. À la différence d'un eFounders Exa par exemple, Ouais. c'est pas des produits complètement séparés, différents. Là, c'est des produits qui vont aller marcher chez Ouais, et qui l'Empire. utiliseront du coup aussi notre... Donc nous, on définit quel est le produit. Donc on a scopé le produit et on leur dit en gros ce qu'ils doivent développer dans le marché. Après, évidemment, eux, ils nous donneront les insights clients et potentiellement ça bougera. Mais l'objectif, tu vois, c'est de leur donner toutes les capacités pour le faire, que ce soit financière ou aussi marketing, etc. Et eux, l'upside, c'est tu fais beaucoup d'argent et tu apprends beaucoup en très peu de temps, tu vois. Et donc ça, c'est un truc qu'on pense, tu vois, qui nous Excellent. permettrait de rajouter ta buy, build ou founders led, tu vois, genre croissance, quoi. Et c'est hyper intéressant. Bon, je sais pas quel candidat tu cherches ou candidate, mais tu pourras nous en dire plus. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui voudront se joindre si d'anciens PM t'intéressent. Ouais. Ouais. Sur la partie buy, tu disais à l'instant, hyper intéressant, que il faut qu'on ait vu des opportunités. Ouais. Vas-y, bois de l'eau, t'en as pas bu depuis le début. Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies vu des choses passer, soit parce que des gens te contactent, soit parce que, je sais pas, peut-être que tu es en lien avec des banques d'affaires. Maintenant, vu qu'avec le recrutement, tu n'externalises pas, je doute que tu externalises sur la recherche d'opportunités. Je sais notamment que tu as racheté 2 boîtes via Thibault Louis Lucas, qui était un copain de, je crois, de lycée ou de collège de mémoire, ou de primaire. Collège, ouais, on se connaissait au collège. Que j'ai reçu sur le podcast, qui sortira un de ces 4, si j'ai envie. Très sympa. Donc ça, c'est une opportunité que tu as eue via ton réseau, et sans doute que le contact s'est fait entre vous deux. Mais est-ce que ça veut dire, buy or build, ça veut dire que tu te lances dans des campagnes de recherche de boîtes ou pas du tout? Tu vois, tu fais confiance un peu en la vie, quoi. C'est un peu les deux. En fait, j'ai déjà un deal flow qui est assez cool. Ouais. En fait, il y a beaucoup de founders, depuis qu'on a racheté, en fait, et depuis que j'en parle de temps en temps, en fait, il y a plein de boîtes qui me contactent. Le problème, en gros, c'est... Il y a plusieurs problèmes. Un, c'est les boîtes qui ont levé. Et du coup, en fait, qui font pas d'argent et qui ont levé à une valo, tu vois, je sais pas moi, de 4-5 millions et qui aujourd'hui font 15K de MRR et qui vont te dire, en fait, vendre en dessous de cette valo, c'est impossible. Alors que tu es là, ta boîte, mec, elle est pas rentable. Ouais. Tu fais du coup, ça te fait aller peut-être 300K, mettons, ou 200K, pardon, d'ARR. Si je suis très gentil, je mets un multiple x3, donc tu es à 600K et t'es pas du tout, tu vois. Quoi. Non, c'est ça. Et en fait, les gens, ils sont totalement décorrélés de la réalité. C'est-à-dire que les gens, ils disent... Non, mais une vente, c'est 15 fois l'ARR. Et toi, tu es là, tu fais, mais non, en fait. Enfin, déjà, ta croissance, elle est nulle, tu as du churn. 15 fois l'ARR, ça peut exister dans une boîte qui fait déjà des milliards, qui a une nette rétention supérieure à 150% et une croissance qui double chaque année depuis 5-6 ans, tu vois, et qui est rentable. Là, toi, ce que tu me proposes, non, c'est pas ça, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est un peu le problème. Je dirais que c'est la réalité et les conditions dans lesquelles les founders se trouvent. Et ça, je trouve que c'est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est ta levée. Et en fait, tu te retrouves coincé parce que toi, tu aimerais bien potentiellement nous rejoindre ou exit ta boîte. Tu peux pas parce que tu te dis « Ah, mes investisseurs, machin et tout ». Et en fait, tu es juste en train de gérer un zombie. Ouais. Et en gros, ces gens-là, en fait, ils perdent leur vie parce qu'en fait, pendant des années, ils vont être là à essayer de fonctionner avec des briques et braques, etc. jusqu'à l'épuisement. Et après... voilà, ils sont un peu découragés et dégoûtés de l'entrepreneuriat et je trouve ça dommage. Ouais. Mais après, on a aussi des boîtes très cool et des gens, tu vois, qui sont plus raisonnables, qui comprennent que quand tu es petit, déjà avoir 3 fois ton ARR, en fait, c'est déjà cool, que potentiellement un deal où tu puisses même aller chercher 4 fois l'ARR ou 5 fois l'ARR parce qu'il y a des paliers, un earn-out, c'est très bien aussi. Enfin, tu vois, tu peux toujours être créatif et ça, c'est ce qui est cool aussi dans la création de deals, et moi que j'aime beaucoup.
T'as réussi à sortir un playbook sur l'acquisition de boîtes, même si t'en as pas fait 50. Ouais, j'ai pas encore. Tu vois, à quel moment on se décide, Ouais. qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme critères. J'ai pas trop. J'avoue que c'est un truc que j'ai pas trop documenté parce que j'ai une façon de structurer les deals qui est cool. J'adore. C'est le mot qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais en fait, tu vois, genre, je peux en parler un petit peu, tu vois, mais globalement, faut bien comprendre deux choses. C'est que, un deal, le moment où il est fait, c'est le seul moment qui compte, tu vois. Et donc, on va prendre le cas avec Thibaut où on a racheté Taplio et Tweethunter. À la base, en fait, quand moi j'ai fait l'offre et qu'on a commencé à réfléchir, que l'offre a été acceptée, ils étaient à 1 million d'ARR. Et je leur offrais 2 millions en cash pour que chacun d'eux puisse devenir millionnaire. Avec un earn-out qui leur permettait de toucher plus de 10 millions en 2 ans, tu vois. Donc en restant dans la boîte, en travaillant, en faisant grossir la boîte. Donc ça faisait un deal vraiment stylé, tu vois. En fait, dans le deal, pour moi, m'assurer, tu vois, que ça soit pas n'importe quoi et tout, je me suis capé. Eux, ils avaient une marge à l'époque, comme ils étaient quasiment que tous les deux, de, je sais pas, 80%. Je leur laissais une marge, en fait, à conserver de 50%. Sauf qu'en fait, la marge de 50%, elle rachetait en partie le deal. Parce que le cash que génèrent les 50%, ben, en fait, tu vois, pour moi, pour aller payer leur palier, je peux réutiliser ce cash. Et donc, en fait, tu vois, quand tu regardes au final le deal qu'on a fait, pour nous, c'est un deal qui est insane, tu vois, qui est vraiment genre très très bon parce que le cash qui a été généré par la boîte a quasiment payé en grande majorité le deal. Donc on se retrouve à avoir quasiment 7 millions d'ARR payés au total à, je sais pas, 7 millions parce qu'il y a eu 5 ou 6 millions qui ont été dégagés par la boîte. Donc en fait, au total, eux, ils ont touché peut-être 12 ou un truc comme ça. Et toi, derrière, tu as payé vraiment 6. Mais du coup, tu as payé 6-7 pour une boîte qui aujourd'hui en vaudrait 25. Donc ton upside, tu vois, il est énorme. Mais ce qui est important, comme je te dis, c'est le tout début. C'est-à-dire qu'au début, la boîte, elle faisait 1 million d'ARR quand moi j'ai fait l'offre. Et donc en fait, pour te dire qu'elle va monter à 7 millions d'ARR, il peut se passer plein de choses, y compris un plateau, y compris une décroissance, y compris... Et ça, tu vois, tu peux pas le contrôler. La vie normale d'un produit, quoi. Exactement. Et en fait, le problème, je dirais, j'ai pas encore trop partagé les playbooks parce que, tu vois, si je te partage ce playbook, les gens, en fait, ils se disent « Ouais, mais putain, ils se sont fait niquer sur le deal, machin et tout. » Mais en fait, non. Parce que, si la boîte, elle n'avait pas rejoint l'Empire, ils n'auraient jamais grossi à cette vitesse. 2, tu vois, ou en tout cas, on n'en sait rien. 2, il aurait pu se passer plein de choses différentes. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que le point important, c'est vraiment au moment où tu signes le deal, à partir du moment où toi, quand tu as passé du temps à réfléchir si le deal était fair et que tu es content avec ce deal, en fait, c'est tout, tu vois. Il faut que tu t'accordes à ça, tu vois. C'est comme quand tu achètes du Bitcoin, tu l'achètes à un prix spécifique, demain ça descend ou demain ça monte. Peu importe, au moment où tu as acheté, il faut que tu sois en pleine conscience et en adéquation avec toi-même que le prix que tu payes, c'est un prix que tu considères faire par rapport à tes investissements et par rapport à ce que tu veux faire. Et ça, je trouve que c'est le problème dans tout ça. C'est un peu que moi, j'ai pas envie de créer trop de contenu là-dessus parce que j'ai pas envie que les gens se disent que c'est pas faire, etc. Puisque, en fait, à la base, le deal était ultra fair et que dans le best case scénario, eux devenaient multimillionnaires et touchaient beaucoup d'argent, donc ce qui était cool. Nous, on faisait un deal très bon, incroyable. Worst case scénario, eux devenaient quand même multimillionnaires et nous, on faisait un deal qui était vraiment pas ouf. Et le cas middle, c'était vraiment middle. On a eu de la chance que ça soit le best case, mais le best case, il arrive parce qu'on a mis l'effort, les ressources et tout derrière, tu vois. Bien sûr. Donc, ce que je comprends, c'est qu'un playbook pourra venir, mais plus tard. Ouais. On fera un épisode alors. Quand il y aura d'autres acquises. Pour reparler du multiproduit, il y a un sujet qui m'intéresse pas mal et je pense que là-dessus, tu es assez fort. Ou vous êtes assez fort, c'est le sujet de la cohérence des messages et en tout cas de travailler les messages de chacun des produits pour que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on les fusionne, il y a un sujet technique, de migration technique, mais aussi un sujet de marketing, en fait, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de distribution et de présence, quoi. Ouais.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Comment tu fais pour gérer en multiproduit le message de chacun pour qu'il soit cohérent? Comment tu fais pour imbriquer tous les produits sous une bannière? Enfin, je veux bien qu'on en parle un peu. Ouais, ça c'est un truc, tu vois, je pense que ça va être un des gros challenges de la CMO qui nous rejoint très vite. Ah bah tu fais beaucoup d'annonces de ce level là. Ouais, je l'ai chassé pendant longtemps, Domitil, tu sais, qui était CMO chez PlayPlay. Ah, ok, En ok. fait, j'avais écouté un podcast d'elle que j'avais adoré, donc je l'avais contactée en lui proposant un rôle. Elle m'avait dit non. Je lui avais dit ok, mais est-ce qu'on peut se faire un call quand même pour parler marketing, parce que j'adore le marketing. Et on a trop accroché pendant le call. Après, j'ai bossé un petit peu sur 2-3 sujets. Et petit à petit, en fait, on s'est dit bah, peut-être que ça fait sens, tu vois. Mm. Et en fait, c'est un des sujets, tu vois, qui est un challenge. Mais en gros, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne histoire. Et la bonne histoire, pour nous, ça a toujours été qu'est-ce qu'on utilise en interne pour faire notre acquisition. Et en fait, quand tu regardes, moi, depuis le début, je pars du principe, tu vois, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, mais le business, c'est de la confiance. Quand tu es en B2B, donc business qui s'adresse à des business, ton produit, il a on va dire, deux critères qui sont... t'aides les gens de deux façons différentes. Façon numéro 1, tu les aides à faire plus d'argent. Donc, en gros, il faut mesurer un ROI. Façon numéro 2, tu les aides à gagner du temps. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, en fait, ça revient toujours à de l'argent. Demain, dans la rue, tu as un mec qui vient te voir qui te dit hey, Tim, donne-moi 100 balles. Dans une semaine, je te rapporte 1000 balles. Ben, techniquement, ce gars-là, toi, tu te dis c'est 900 € de gagner en une semaine, c'est cool. Je fais rien en plus, donc trop bien. Mais par contre, tu le connais pas. Peut-être un mec chelou, peut-être qu'il va prendre ton argent. Je pense que la chance pour que tu lui donnes 100 €, elle est très faible. Par contre, demain, tu as, je sais pas moi, Elon Musk qui est au resto, qui te dit Tim, donne-moi ton email, j'ai pas d'argent là, t'es 100 balles, je te rends 1000 balles derrière. En fait, c'est Elon Musk, tu sais qu'il a gavé de thunes, tu te dis bon, bah oui. T'as envie d'être proche de lui. Ouais, c'est ça, t'as envie d'être proche de lui. Plus bah, que en fait, ton investissement d'ailleurs. ouais, peut-être d'ailleurs que ça a plus de valeur. Du coup, tu les donnes, tu vois. Et en fait, pour moi, le business, du coup, ça a toujours été la confiance. Et cette confiance, en fait, elle est déterminée du coup par 3 parties. Et quand tu as une des parties qui n'existe plus, pour moi, il n'y a pas de confiance. Donc, j'ai appelé ça le triangle de la confiance. Et ce triangle, en gros, il est composé de ce qu'on appelle la crédibilité. Donc, crédibilité, c'est qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Donc, toi, tu vois, typiquement, tu as une newsletter qui marche ultra bien, tu as un podcast, les gens, ils voient les questions que tu poses, elles sont pertinentes, etc. En fait, oui, tu as de la crédibilité, tu vois. Ensuite, tu as la connexion émotionnelle. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qu'on a du mal à définir, qui est très personnel. Il y a des gens qu'on n'aime pas au début, il y a des gens qu'on aime très fortement au début, il y a des gens, tu vois, les gens, je pense, qui nous écoutent jusqu'à ce moment-là dans le podcast, ils ont l'impression qu'ils sont assis avec nous. Et du coup, la connexion émotionnelle, elle est là. Donc, on va dire que cette partie, elle est là. Il y en a qui sont partis à la première minute. Ceux qui sont partis, ils n'écouteront pas cette partie. Donc, à l'intro, parce qu'ils n'ont pas supporté ma voix. Voilà, c'est ça. Ils se sont dit, ou moi, pire, ils se disent, vas-y, c'est quoi ce bordel? Ce type J'en peux plus de lui. Et enfin, tu as ce qu'on appelle reliability. Tu vois, c'est à quel point, lorsque tu fais une promesse, tu délivres sur la promesse que tu as faite. Donc, là, pour un produit, si je dis avec Lemlist, Lemlist va vous rapporter des millions en payant 100 balles, je suis peut-être un peu un mytho, tu vois. Et donc là, la confiance, tu vas l'avoir au début et tu l'auras plus après. Par contre, si je te dis que chaque mois, tu vas avoir des leads qualifiés si tu fais ta prospection en suivant les best practices, oui, tu vois, là, je suis assez sûr de moi. On a des dizaines et des dizaines de milliers de clients qui font ça. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner pour toi. Et en fait, ce triangle de la confiance, quand tu regardes comment est-ce qu'on arrive à le construire, nous, en fait, on l'a construit en documentant énormément sur les réseaux. Et pourquoi documenter, ça marche? Parce que documenter, ça rajoute de la crédibilité, ça rajoute une connexion émotionnelle, parce que évidemment, que ce soit quand je fais du contenu vidéo, quand j'écris des articles, en fait, je parle des problèmes, tu vois. Je parle des galères que j'ai eues, je parle des moments difficiles, je parle des moments de doute, des moments où je pensais que jamais j'allais réussir. Et en fait, tout ça, ça crée un lien qui est fort, parce qu'au final, on doute tous. Tu vois, on a tous des moments où on se dit « Putain, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, genre, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter? Il y a des gens qui doutent autour de moi, tu vois, où est-ce que je vais chercher du support? Tu vois, c'est un truc qu'on connaît tous. Donc ça, tu vois, c'est ce qui nous a bien aidé. Et après, pareil, sur la partie reliability, tu vois, c'est en fait, vu que
j'annonce ce que je vais faire et ensuite je le fais derrière et je le fais publiquement, ben forcément, le cercle de la confiance, il est construit. Donc, nous, ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'était cette création de contenu sur les réseaux, puis ensuite contacter en utilisant nos propres produits pour faire l'outbound, l'outreach, etc. Ben, en fait, pour tous les gens dans la boîte, ça fait sens, tu vois. Et donc là, l'histoire qu'on raconte au sein de la boîte, les gens, en fait, ils le vivent au jour le jour. Parce que nos sales qui créent du contenu et qui envoient des messages, tu vois, j'aide. On a un nouveau head of sales aussi qui est arrivé il y a pas mal de. Ça fait beaucoup là. Il y a 6 mois, 7 mois. Ouais, on a vraiment structuré la team. Ben, en fait, tu vois, genre, j'ai passé du temps à l'aider à rédiger, tu vois, du content pour LinkedIn. Là, donc, il commence début septembre. Il a fait son premier post. Premier lead. Donc, personne qui arrive et qui lui envoie un message chaud pour booker un rendez-vous, machin, tu vois. Et donc, en fait, direct, ça, c'est l'étape 1, c'est des gens qui te contactent en direct. L'étape 2, c'est les gens qui ont liké, commenté, qui sont venus voir ton profil. Ben, en fait, eux, tu vas les voir. Tu vas les voir et tu les contactes. Et étape 3, c'est la partie outreach pure et dure. Mais les gens que tu outreach qui ne connaissent pas regardent ton LinkedIn, voient tes posts et se disent, ben, en fait, ouais, c'est un mec avec qui j'aimerais bien parler. Il a l'air de dire de 3 trucs intéressants, tu vois. Et en fait, ça, c'est une fois que tu as cette histoire et que tu peux le backer avec vraiment des faits réels, bah, tout est beaucoup plus simple. Et donc, pour revenir, c'est hyper intéressant ce sujet de confiance et de cohérence des messages. Pour revenir du coup à ce que tu affiches sur la landing page ou dans ton produit aussi, comment tu fais pour déterminer les messages et t'assurer que tout soit cohérent et que il y a un peu ce truc de je te dis une bêtise sans doute, mais tu arrives sur l'EMCAL et tu comprends pas en fait que ça fait partie de l'Empire parce que tu n'as pas l'impression que ce soit très cohérent en fait. Comment tu fais tout ça quoi, pour que ce soit cohérent? Ça en fait, je pense que c'est beaucoup de la cohérence en fait, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est déjà les gens qui te découvrent dans des podcasts où tu as expliqué un petit peu les différents produits. Ensuite, ça se fait par nos sales ou le customer support. Et ensuite, ça se fait par un outreach proactif. Donc, on voit qu'il y a une équipe qui est stylée, qui a commencé à utiliser l'EMCAL et qui pourrait utiliser l'EMList. Ben, en fait, on va les contacter et on va les éduquer. Et en fait, l'idée par la suite... J'ai reçu ça. Ça va être... Ah ben, c'est très bien. C'est que l'équipe fait son taf. J'ai reçu un petit mail en me disant, en fait, découvre l'EMCAL. Et en fait, tu vois, step by step, en fait, on va pouvoir pousser un petit peu les produits en fonction des différentes personnes quand ça rentre dans un ICP qui est très spécifique. Parce que aujourd'hui, en fait, on a en gros, la plupart des gens te disent de déterminer ton ICP, mais moi, je pense qu'il ne faut pas déterminer qu'un ICP, il faut déterminer ce qu'on appelle un magnet ICP. Donc, j'aime bien que tu développes. Le magnet ICP, en fait, c'est un concept que j'ai développé, voilà, en toute D'ailleurs, je vends mon bouquin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à acheter le pire vendeur, c'est le Powerful Magnet ICP. Non, en fait, c'est juste que, tu sais, genre, je réfléchissais un peu à toutes ces boîtes qui ont vachement cartonné et j'aime bien un peu étudier leur marketing. C'est toujours un truc qui m'a fait kiffer. Et en fait, quand tu regardes Apple, ils arrivaient avec les ordinateurs. Et les ordinateurs, tu avais déjà Microsoft. Enfin, tu vois, c'était quand même assez... les systèmes d'exploitation, pardon, à l'époque, pour être spécifique. Et en fait, eux, ils se sont dit, on veut être très focus sur les designers. Et donc, leur ICP, tu vois, c'était les designers. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, qui utilisent des Mac, c'est élargi, quoi. C'est très, très élargi, tu vois. Mais pourtant, tous les produits qu'ils font, ils s'adressent aux designers. Et donc, un magnet ICP, c'est quoi? En fait, le magnet ICP, c'est quel est l'ICP qui va attirer plein d'autres personnes qui gravitent autour. Et en fait, ce qu'Apple a réussi à faire, c'est qu'en créant des produits pour les designers, sachant que les designers sont des gens stylés et tout le monde veut ressembler à un designer, en fait, ton magnet ICP, il faut que ça soit quelqu'un qui soit cool. Tu vois, personne te dira « wow, les designers, ils sont chelous. » et tout. Donc, magnet, parce que c'est un ICP qui va attirer les autres ICP, soi-disant. Exactement. Et donc, en fait, tu vois, la façon dont tu fais ça, c'est tu regardes ton produit, tu regardes à qui il peut s'adresser. Donc, par exemple, l'Emlist. L'Emlist, c'est un produit. Moi, quand je regarde les use cases, tu as des sales qui veulent augmenter leurs revenus, des founders qui sont tout seuls, mais qui aimeraient augmenter leurs revenus parce qu'ils doivent trouver leurs futurs clients, des recruteurs qui doivent trouver des potentiels candidats, des gens en marketing qui veulent faire de l'outreach, soit pour leurs sales, soit pour eux-mêmes, des gens qui font du SEO, qui cherchent des backlinks. En fait, tu as plein d'use cases. Donc là, en fait, le magnet ICP, pour nous, c'est qui? En fait, nous, vu qu'on veut être proche du revenu,
c'est le sales. Parce qu'en fait, en étant focus pour les sales, le founders qui se dit je veux le meilleur outil pour réussir à trouver de l'argent, je vais prendre le meilleur outil des sales. Donc je vais prendre Lemlist, tu vois. Et ça, c'est comme ça, tu vois, nous qu'on a décidé de définir notre vision et donc de le faire, tu vois, à l'échelle par rapport aux différents produits. Et ça, c'est un truc qui est quand même important. Et je trouve que pas assez de personnes en fait se posent cette question parce que le risque en fait, c'est que quand tu commences à avoir plusieurs use cases au sein de ton produit, c'est que tu te dis bon, je vais juste faire des pages verticales et voilà. Et donc tu fais pas vraiment de choix. Alors que quand tu connais ton ICP et ton magnet ICP, en fait la roadmap elle se priorise tout seul. Ok, qui a demandé cette feature? C'était quoi les clients? Pourquoi est-ce que c'est remonté alors que ça fait pas partie du magnet ICP? Et voilà, tu vois, basta. Et si ça fait partie du magnet ICP, il y en a combien? C'est quoi l'impact? Combien de temps ça prendra à développer, etc. Tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Idem sur tes messages, du coup, tu te dis qu'il faut que ces messages parlent au magnet ICP. Exactement. Et que dans ce cas, si c'est le cas, si ça parle vraiment, et ça se teste, ça pourrait avoir un impact assez direct sur les autres ICP, c'est ça? Mieux que ça parle, c'est trouver en fait le faire dire par ton magnet ICP. Moi, j'aime bien les messages qui viennent des clients en fait. C'est comment tu décris Lemlist. Tu demandes à un client, il va te sortir une phrase et c'est la phrase que tu vas prendre sur ta landing, tu vois. Ça, c'est cool. Parce que, en fait, quand tes clients, tu leur demandes qu'est-ce qui fait de Lemlist que c'est un outil unique ou qu'est-ce qui fait que, tu vois, genre pourquoi tu l'as choisi versus les Sales Loft, Outreach et tout, en fait, ça, tu vois, c'est ce qu'on a envie de mettre sur la landing. Parce qu'en fait, les gens qui y arrivent et qui sont partis de notre magnet ICP, ils se posent les mêmes questions. Ce serait ton conseil, ça, à donner à des gens qui sont en train d'itérer sur ouais, je pense que si t'es pas bon en marketing, demande à tes clients, en fait. Parce qu'en vrai, c'est souvent la façon de le dire, c'est vraiment simple, en fait. Les gens, tu vois, ils ajoutent pas de fioritures et tout. Et moi, j'ai pas de mal à prendre le message de quelqu'un sur un site que je connais et le retravailler. Par contre, même si je me considère quand même assez bon en marketing, pour le faire pour moi-même, c'est beaucoup plus dur. Parce que tu as envie de tout dire, tu es un peu amoureux de ton produit et tout. Le faire sur quelqu'un d'autre, c'est toujours plus facile. Mais du coup, ça, c'est un truc qui marche bien. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de pricing? Ouais. Vas-y, bois un verre d'eau. Sur le pricing, donc c'est un peu pareil que le message, surtout sur du multi-produit. Il y a un truc de cohérence. Tu peux pas, je te donne un exemple. Ça me paraît bizarre que tu fasses payer Lemlist, je sais pas, je dis une bêtise, 1500 € par mois et qu'à côté, tu as l'MK à 10 € par mois. Il y a un truc qui paraît bizarre et en termes de positionnement aussi, ça vient un peu fausser puisque tu as un truc qui paraît très premium, l'autre qui paraît très low cost. Quoi. Est-ce que vous vous êtes posé cette question, sachant qu'il y a un historique pour vous parce qu'avec l'acquisition de Taplio, Tweethunter, vous aviez en plus des pricing qui n'étaient peut-être pas exactement alignés à la strate de l'Empire de base. Donc comment ça se passe tout ça et comment vous y tirez dessus? Pricing, c'est très difficile. En fait, le pricing, le problème, c'est que c'est vachement dépendant de ton industrie et vachement différent de ta position dans le marché. Donc, quand tu es dans un océan rouge où tu as énormément de gens qui sont là et que tu as un marché qui se commodise, en fait, les prix, ils ont tendance à être tirés vers le bas. Tu avais une pseudo-récession, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, si c'est une récession ou pas, mais bon, bref, une galère économique qui fait que les gens ils sont plus attentifs à ce qu'ils dépensent. Donc, des boîtes qui ont eu énormément de funding, qui se mettent à faire des discounts dans tous les sens et tout. Donc, ça impacte, tu vois, tes deals. Ça impacte tes gros deals et c'est à toi de réfléchir un peu à ta strat. Moi, globalement, j'aime pas les discounts. Je préfère qu'on n'en fasse pas, tu vois. Je trouve que c'est ça. Après, évidemment, si tu décides d'en faire, il faut que ça soit très transparent et que ça soit des volume discounts. Donc, on fait un prix qui est par user. Donc, à partir de, je sais pas, 15, 20 users, il peut y avoir des discounts pour X ou Y raison et tout est transparent, mais ça bouge pas de ça. Donc, ça, c'est le premier point. C'est toujours garder une valeur élevée. Moi, je pense que la valeur perçue, en fait, elle est liée à ton prix. Donc, les gens, oui, parfois, c'est difficile parce que tu avais des early adopters ou des gens qui parlent beaucoup, qui sont un peu influents, qui vont recommander des outils moins chers parce que pour eux, ils considèrent que du coup, ils augmentent leur marge parce que c'est des agences et tout. Mais en fait, je pense que sur le prix, il faut vraiment bien regarder ton ICP et bien regarder ce que tu leur apportes. Et en fait, il y a un moment où les calculs, ils sont assez simples. Tu vois, quelqu'un qui peut pas payer, je sais pas moi, 100 balles pour un sales pour utiliser un outil, alors que cet outil va rapporter aux sales 10, 15, 20 meetings dans le mois, en fait, c'est que tout simplement, tu devrais même pas faire de prospection si c'est pas rentable pour toi, en fait, tu vois. Et je te dirais, fais autre chose. Fais autre chose comme levier de Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, du coup,
moi, j'aime bien un peu cette approche héroïste. J'aime bien avoir le côté un petit peu premium, et après, faut expérimenter, tu vois, il faut tester. Mais c'est vraiment le pricing, je trouve qu'il n'y a pas de recette magique. Et c'est plus un choix, je dirais, tu as 3 options. Un, est-ce que tu veux être le plus cheap possible et essayer de rafler le marché rapidement, mais du coup, le risque là-dedans, c'est qu'il y ait une version plus cheap qui arrive au bout d'un moment, Ouais. et en fait, qui te remplace totalement. Est-ce que tu veux être au milieu du marché et du coup être une solution un peu entre deux, genre meilleur rapport qualité-prix ou peu importe, mais du coup, ton positionnement, il n'est pas forcément très clair? Ou est-ce que tu veux être premium et donc dire que ce que tu fais, c'est le meilleur, tu vois? Et dans ce cas-là, c'est véhiculer une image de qualité, et plus quali en tout cas que les autres outils. Et apporter beaucoup de valeur dans le produit Et aussi. apporter beaucoup de valeur, ouais, Mhm. exactement. Et sur les strates de pricing, donc il y a aussi plusieurs strates théoriques qui existent, hein. Enfin pas strates, mais façon de pricer un Ouais. produit. Donc stratégie par les coûts, la stratégie où tu viens de comparer avec à l'environnement, aux concurrents. Ouais. La troisième, je l'ai plus en tête là, c'est pas grave. Et vous appliquez quelque chose de particulier ou ça se fait beaucoup Stratégie par au les pif coûts, c'est et- le pire truc à faire. Ouais. Genre, Surtout dans des boîtes qui se financent par du VC. bah ouais, franchement, je trouve que ça a aucun sens. Enfin, ça a aucun sens. Ça a du sens peut-être dans des boîtes, je sais pas moi, qui font du retail ou des trucs comme ça, tu vois, parce que où ils se disent low margin, high volume, et Ouais. donc tout doit être basé sur les coûts. Mais le problème de ça, c'est en fait si tes coûts augmentent et que d'un coup ton prix augmente, ta strat elle change totalement, et donc tu peux te faire un peu niquer. Ouais. Non, moi j'aime bien en fait un truc assez simple, tu vois, de pas trop te casser la tête. C'est, tu vois, nous on a fait ce qu'on appelle penetration pricing stratégie. C'est au départ, en fait, on arrive sur un marché qui est assez busy, assez crowded. Donc on commence par un prix qui est pas trop élevé par rapport à la concurrence. Donc tu te mets, et après petit à petit, plus tu apportes des résultats et plus tu as une fanbase qui est élevée, parce que ils commencent à considérer ton produit comme étant meilleur que toute la compétition. Plus à ce moment-là, tu décides d'augmenter ton prix. Mais il ne faut pas avoir peur d'augmenter son prix, parce que tu apportes de plus en plus de valeur, donc c'est logique que les gens payent un peu plus. Tu augmentes tout le temps, toi? Ouais, je pense qu'on a augmenté 5-6 fois les prix, mais on fait du Sur, grandfathering. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens qui sont là et qui payent, tu vois, en général, on les laisse sur leur plan pendant... tu vois, on va faire le nouveau prix pour les nouvelles personnes. Ouais. Et peut-être 6 à 8 mois après, on pourra changer pour les anciens. Mais en fait, on les laisse quand même en bénéficiant du nouveau prix. Enfin, de l'ancien prix, je veux dire. Comme ça, ça nous permet de tester aussi et de voir si notre acquisition, elle est toujours identique. Ouais, vous traquez quand même les résultats, vous regardez s'il n'y a Ouais, pas quand même ouais. du churn, de la Ouais. perte, une acquisition qui diminue, etc. Ouais, exactement. Et ça, c'est cette strate de montée des prix, elle s'applique sur tous les produits, les 5 produits l'Empire. L'Emcal, c'est trop récent pour qu'on les fait, mais Ouais. sinon, sur tous les autres, ouais. Ok. Et alors, la seconde partie de ce sujet de pricing, c'est la cohérence entre tous les pricing. Donc, Ouais. par exemple, quand vous rachetez Tout Hunter Taplio, je me souviens pas des pricing exacts. On avait à à peu l'époque. près la même... C'était à peu près la même gamme. C'était à peu près la même gamme, ouais. Ok, Ouais, c'est donc il n'y ça. avait pas trop de travail là-dessus. Ouais. Il n'y a que l'Emcal qui est récent, et en fait, comme c'est un produit, tu vois, En fait, ce qui est intéressant avec l'Emcal, c'est que c'est pas un produit qui génère énormément de chiffre d'affaires, mais c'est un produit qui rapporte beaucoup de chiffre d'affaires aux autres produits. Ah, ok, donc tu crées du cross-sell entre l'Emcal et les autres. Ouais, parce qu'en fait, les gens qui arrivent sur l'Emcal, ils voient que, tu sais, il y a un petit menu qui te permet de voir, d'accéder direct à l'Emlist, à Plio, etc. Et donc, en fait, je pense que l'Emcal, ça a dû rapporter peut-être 10 fois plus de chiffre d'affaires que ça n'a fait. Incroyable. Mais sur l'Emlist, tu vois, par exemple, juste sur l'Emlist, et après, tu as les autres produits. Et en fait, c'est assez intéressant de voir les différents leviers, et donc on teste pas mal de trucs. Parce que c'est le premier produit qu'on fait qui est freemium aussi. Et donc ça, c'est... Voilà. Pourquoi avoir fait ça d'ailleurs? Est-ce que c'est parce que Calendly proposait une version freemium et que du coup les gens sont très habitués à Calendly par exemple? Ouais, c'est exactement ça. En fait, Calendly, en fait, ce qui est dur, c'est que Calendly, c'est un très bon produit. C'est vrai que c'est un bon produit. Ouais. Franchement, ils ont bien fait les choses. Une belle marque. C'est une belle marque et tout. Et donc, arriver en fait sur un marché où tu as un produit qui est déjà très apprécié et qui coûte pas cher, c'est dur, tu vois, de te dire bah, moi, je vais arriver avec 1 ou 2 devs et on va faire un truc genre beaucoup mieux et vous allez devoir payer, tu vois. Donc, en fait, il faut du temps. Et moi, je suis assez patient, tu vois, parce que c'est pas un produit, c'est pas comme si c'était la boîte que je lançais et j'ai besoin de faire du cash direct dessus. Donc, je vois plus le truc en mode d'ici 1 ou 2 ans, l'Emcal, il faut que ça soit genre ultra connu. Je vois de plus en plus de gens qui me disent passe-moi ton Lemcal. Donc ça me fait Bon kiffer. indicateur. C'est un bon indicateur. Et on continue d'avoir de l'acquise et tout. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait faire différemment et tout. Mais c'est un truc qui, en fait,
pareil, s'occupe un peu du top of funnel et nous permet de créer de l'awareness sur plein d'autres produits. Excellent. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, un conseil, un tip sur les sujets de pricing ou de messaging que tu voudrais faire passer? Messaging, je pense que vraiment, c'est bien de se faire accompagner. Nous, on a bossé avec un gars basé aux US qui coûtait pas trop cher. C'est genre 3-4 000 $, je crois, pour... C'est pas Fletch, par hasard? Ouais, c'est ça. C'est ça, Fletch. C'est Ouais, canadien, ouais. je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Non, il est... Ouais, canadien. Anthony Pierry. Anthony Pierry, ouais, et c'est son ça. collègue, ils sont plus chers maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Ils montent les prix, eux Ils aussi. montent les prix, bah, ils ont été smart. Mais nous, on a pas mal bossé avec eux. Belle pub, ouais. Franchement, ils sont très cool. J'étais content. Mais il y en a plein d'autres, hein, tu vois, je pense. Ouais. Ah, eux font du très bon contenu, typiquement, sur, c'est sur clair. LinkedIn. C'est excellent pour les gens Simple qui suivent et clair. Anthony Pierry. Et je crois que c'est Maxime le deuxième. Et je crois que je me gourre, en fait. Je mettrai les liens, pareil, en description. Mais tu les as repérés comme ça, non? Ouais. Classique. Et c'était trop drôle d'ailleurs parce qu'en fait, quand on a fait l'Emlist, on était en train de faire un truc et là, en fait, il ouvre genre Taplio et il fait: je vais vous montrer l'exemple d'un outil que j'utilise, mais où je trouve que le messaging est nul. Et là, il ouvre Taplio comme ça. Et du coup, genre, il commence à chier sur la landing page de Taplio et tout. Hilarant. Et moi, j'étais là et tout, je fais: mais en fait, Anthony, tu sais que c'est notre produit ou pas? Et là, il devient genre tout rouge, tu sais, parce que c'était une blague. Ouais, il était genre en mode non, mais tu déconnes et tout. Et après, je dis non, mais je dis franchement, la stratégie d'upsell, elle est propre et tout. Il fait: non, mec, c'est pas du tout ça et tout. Et après, il a vu que ça nous faisait marrer, donc on lui a dit: bon, bah, tu sais quoi, c'est bon, tu nous as gagné. On va faire un upsell sur Taplio. Bien joué, tu l'as bien tué, on va voir ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça. Trop marrant. Mais c'était cool. Ouais, trop cool. Écoute, pour finir, il nous reste une douzaine de minutes là, cet épisode. J'aimerais bien qu'on parle un peu, si ça te va, de la partie que t'aimes bien. Je sais pas si c'est ta zone de génie ou d'excellence, mais plus de génie, j'ai l'impression. Je pense que ça te draine un peu moins d'énergie. La zone d'excellence étant censée drainer un peu d'énergie. C'est les sujets de go-to-market, de distribution et de contenu. Bon, il y a beaucoup de choses, on va essayer de centrer un peu. Ouais. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, toi, c'est vrai que tu vas me dire, il y a certainement des éléments que je ne connais pas, mais très tôt, tu as créé du contenu. On t'a vu beaucoup, au tout début de l'Emlist, à l'époque l'Emlist, faire beaucoup de vidéos en anglais, dans Station F, sur le pont en hauteur. Tu gavais tout le monde dans Station F. C'est vrai. Tu as écrit beaucoup. On a vécu les péripéties de tu te fais sortir de LinkedIn. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais revenu et tu m'as éclaté x2 en nombre de followers. Avec moi, ça fait 5 ans que j'y suis. C'est hilarant. Tu as fait du podcast. On t'a vu sur YouTube, je l'ai dit. X Twitter un peu ou pas? Ouais, je crois que t'en fais aussi un peu. Une vingtaine de milliers de followers, je pense. Ah oui, quand même. Je suis pas dessus, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est quoi la strate de distri de tous tes produits? Toi, contenu, mais est-ce que peut-être il y a autre chose? Ouais, alors en distrib, en fait, aujourd'hui, déjà, moi, très rapidement, mon objectif, ça a été de former la boîte à la création de contenu sur LinkedIn. Donc, on a au moins 8-10 profils qui créent du content. Et ce qui permet en fait de driver déjà beaucoup de trafic de façon gratuite. Ça, c'est premier point, donc driver de l'awareness, qui écrivent du contenu. Et l'objectif, en fait, c'est globalement d'écrire du contenu sur comment on fait pour faire grossir une boîte. Donc, soit on partage des expériences que nous, on a faites avec les résultats qu'on a de façon très spécifique. Ça crée de la confiance, mais aussi ça apporte de la valeur parce que les gens, ils se disent: ah ben, je pourrais potentiellement faire la même chose. Soit c'est des sujets, parfois, tu vois, qui peuvent être un peu plus top of funnel que moi je peux faire sur la vie d'un CEO, les choix difficiles, un peu inspirant parfois ou très actionnable, tu vois. Donc ça, c'est premier canal, je dirais, LinkedIn. Donc on parle pas des produits en direct, là on parle plutôt de ce qui se passe autour dans l'écosystème dans lequel vous êtes inséré. 90-10 en fait. 90% du temps, tu apportes énormément de valeur, 10% tu fais un peu de promo d'un truc spécifique. Ça peut être une nouvelle feature, ça peut être un événement, ça peut être plein de choses. Moi, j'aime bien le funnel avec un event. Je trouve que c'est un truc qu'on fait pas encore assez, mais tu vois, en juillet, j'ai fait un event, il y avait 2000 personnes live, 300 personnes en physique, et c'était un event. Tu vois, en fait, quand tu fais ça, bah ouais, tu vas driver forcément énormément de sign-up vers tes produits et tout par la suite, parce que l'avantage, c'est que tu peux prendre 45 minutes, 1 heure aux gens pour leur apporter full valeur sur un sujet très spécifique et ensuite les convertir, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore assez fait, je trouve, et c'est un funnel qui marche très bien pourtant. Ensuite, on a, tu vois, dans la partie, je dirais, c'est classique, hein, mais c'est le bouche à oreille, quoi. On sort énormément de nouvelles choses qu'on pousse à nos clients via des newsletters, etc. Ça rapporte du trafic. Moi, après, j'ai ma newsletter perso qui est plus sur... qui s'appelle Profit Led Growth. Donc, en fait... c'était un petit jeu de mots avec Product Led Growth. mais en gros, tu vois, moi, je pense que c'est important d'être rentable.
il y a beaucoup de gens qui te disent non, mais être rentable, c'est de lécher de l'argent en banque. Mais en fait, être rentable, c'est une paix d'esprit de malade. Et quand toi, tu es sûr que ta boîte, en fait, elle peut tenir, elle a une durée de vie illimitée parce que tu es rentable, ben en fait, ça te met dans une position où je trouve que tu prends vraiment les meilleures décisions. Mais ça, c'est sûrement psychologique parce que je sais que mon rapport à l'argent, tu vois, il est lié à mon enfance où on regardait ce qu'on dépensait, tout ça. Donc, j'ai toujours ce truc de j'ai peur de manquer, tu vois. Donc, pour moi, avoir ça, ça me rassure de ouf et ça met dans une position, je trouve, qui est très confortable. Et ensuite, en termes de distrib, je dirais que c'est un petit peu différents niveaux. Moi, comme tu disais, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux et mes réseaux sociaux, ils sont différents et ils ont un but qui est assez différent. Donc, Instagram, ça va être très, très top of funnel. Des vidéos courtes qui soit racontent des histoires, soit parlent de choses assez high level de business ou inspirationnelles. Et l'objectif, en fait, c'est de créer, tu vois, ce premier contact, cette première familiarité qui fait que les gens se posent la question, c'est qui ce gars et qu'est-ce qu'il fait, en fait. À partir de là, ils arrivent, tu vois, dans soit ma newsletter, soit mon funnel avec un livre, soit, tu vois, un événement. Et là, petit à petit, tu vois, ils comprennent que, en fait, si ils sont venus par le mindset, en fait, que la liberté, elle arrive quand tu lances ton business ou quand tu rejoins un projet dont tu es passionné. Que, en fait, pour être vraiment libre, il faut aussi savoir trouver des clients, générer du chiffre d'affaires. Et que ça, c'est un truc qu'on aide à faire, que ce soit par nos contenus, nos masterclass ou grâce à nos outils. Ensuite, YouTube, je dirais que c'est très, très orienté business, donc vraiment masterclass business avec des choses très actionnables. Il y aura peut-être un YouTube en français que je vais lancer, mais bon, on va voir parce que c'est déjà beaucoup de taf. Tu fais beaucoup de choses déjà. Ouais, c'est ça. La quantité de réels que tu envoies et tout sur Insta, c'est impressionnant. Ouais, ça envoie fort. Et ensuite, la partie LinkedIn, où là, je pense que c'est vraiment orienté plus business. Et moi, c'est un bon objectif parce que, en fait, un truc assez simple, c'est parler d'une histoire ou de la vision. À partir de là, voir les gens qui engagent sur le poste. Les gens qui engagent et qui sont dans notre ICP, on les contacte. C'est ton équipe qui fait ça? Ouais. Et on les close. Ok. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle le warm outreach. Ou du setting aussi, certains disent. Ouais, ou du setting. Mais en fait, l'avantage de ça, c'est que les gens, ils ont déjà entendu parler de toi. Et donc, forcément, en fait, le trust, il est beaucoup plus puissant. Et donc, ton taux de conversion, tu vois, la pure prospection, les taux, ils ont diminué pas mal ces dernières années. Clairement. Mais en fait, quand tu fais ça et que tu fais le combo des deux, c'est vraiment game changer, tu vois. Est-ce que... Ouais. Vas-y. Non, et c'était juste pour terminer, je vois pas en fait le truc... je vois pas le truc s'arrêter en fait. Parce que pour moi, la vente, c'est des relations. Et les relations, pour les créer aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux, tu vois. Hyper intéressant cette strat. Et donc, en effet, moi, je te regarde depuis très longtemps et j'adore étudier un peu ce que tu fais. J'ai toujours été étonné, pour être honnête, de ta strat sur Insta. Et là, tu viens d'expliquer super clairement. J'avais du coup, disclaimer, j'ai écouté d'autres podcasts, donc je le savais un peu, mais c'est hyper cool que tu le redises, que effectivement, tu vois en fait très très loin dans le funnel, hein, enfin très très en amont, quoi, en disant, j'imagine que demain il y a des gens qui peuvent lancer des boîtes et moi, je vais les aider. Donc là, tu fais vraiment du très long terme, du long run, mais si tu as inspiré des gens à monter des boîtes, un peu comme je sais pas, The Family l'a fait à l'époque, forcément, ça a du sens, quoi. Peut-être la dernière question que je vais te poser, comme je vois qu'il reste quelques minutes, c'est est-ce que ta distribution au sens large du terme t'aide sur tes choix produits, sur tes décisions produits ou sur la vision du produit tout simplement? Je pense en fait que évidemment que en gros le gros avantage quand tu fais beaucoup de contenu, c'est que tu as accès à un nombre de personnes qui est folle en fait. Le nombre de messages que je reçois, en fait, il y a énormément de gens qui regardent mon contenu sur Insta, YouTube ou même LinkedIn qui ont cette impression de me connaître comme si on était potes. Et donc, tu vois, j'attire des gens qui sont trop cool. Et de ce fait, en fait, tu as énormément de gens qui me donnent tout le temps des feedbacks, tu vois, sur LinkedIn. Par semaine, je sais pas, je dois parler avec 20 clients ou prospects, tu vois, de gens qui se disent « Ah, trop bien ton post, je viens de tester ta Plio. » Et une semaine plus tard, ils reviennent « Putain, j'ai trop adoré ça, mais est-ce qu'il y a ci, ça, tu vois ?» Et en fait, tout ça, ça me donne plein de feedbacks et ça nourrit constamment. Et ça vient de ma distribution, en fait. Et la distribution, tu vois, je dirais qu'elle te permet deux choses. Un, l'inbound, donc ce que je viens de décrire, donc des gens qui viennent vers toi pour t'expliquer ce qu'ils ont fait, les résultats et ensuite ce qu'ils aimeraient avoir différemment. Et deux, l'outbound. Toi, tu as une marque qui est forte et un trust qui est élevé. Quand moi, je veux aller contacter des CRO,
des head of demand gen parce que j'ai envie un peu de challenger ma vision avant de me lancer all-in dans un truc un peu spécifique. Je les contacte, je veux leur parler d'un sujet très spécifique. En fait, c'est assez simple. C'est j'aimerais te parler de tel et tel sujet pour X et Y, Z raisons. Et voilà, moi, ce que je peux t'apporter et ce qu'on a fait, tu vois. Et là, tu balances ta social proof, 2-3 liens. Les mecs, ils arrivent, ils regardent un peu ce que tu as fait. Bah ouais, les gens, ils disent toujours que c'est cool, tu vois. Et c'est ça, en fait, je trouve que les gens oublient. Et la création de contenu, c'est génial pour ça. C'est que comme tu vois un peu comment les gens pensent et tu vois un peu les gens à quoi ils ressemblent quand ils créent du contenu, potentiellement, ça donne envie ou ça ne donne pas envie aux gens de te rencontrer. Mais au moins, ça leur fait quelque chose. C'est ça. Bon, je crois que c'est le truc à retenir ici pour les gens qui nous écouteraient, peu importe leur rôle, c'est que sur tout l'épisode, on a vu que... Excuse-moi, je perds ma voix. C'est l'émotion. Après avoir du miel, c'est l'émotion parce que c'est la fin de l'épisode. Je serais bien resté 2 heures de plus. Donc la création de contenu pour toi, c'est en effet, il y a un objectif commercial derrière, qui soit inbound, outbound ou autre. On a parlé du recrutement tout à l'heure. On a parlé de confiance, que ce soit commercial ou pas. En fait, je pense que ça va partir en cascade sur des gens qui peuvent te faire des recos lointaines, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais le contenu, c'est beaucoup d'investissement avec un ROI qui est difficilement mesurable. On parle d'attribution souvent. C'est est-ce que ce post, il m'a ramené tant de leads, etc. Je déteste l'attribution. Moi, pareil. Et tu sais que vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. Je fais beaucoup moins de contenu que toi en volume, mais nous, à notre petite échelle, on se pose la question. Et en fait, tu sais ce que tu réponds à quelqu'un qui te demande l'attribution? Tu lui dis c'est quoi le ROI de ta mère? Ah, c'est intéressant. C'est quoi le ROI de ta mère? C'est la même chose. Genre, c'est quoi le ROI de ta mère? Comment est-ce que tu mesures le ROI de ta mère? En fait, tu vois, ma mère, elle m'a élevé, elle m'a donné de la confiance, c'est immesurable, tu vois. Tu peux pas regarder exactement le ROI que ça t'a apporté dans ta vie. Tu sais que ça t'a aidé, mais à quel point, t'en sais rien. Et en fait, tu disais le contenu, il y a ce but commercial et tout, mais en vérité, la première raison pour laquelle je fais du contenu, moi, c'est pour l'apprentissage. Parce que en fait, je sais que si tu veux maîtriser un sujet, il faut l'enseigner. La meilleure façon d'enseigner du sujet dans l'ère du digital, c'est de créer du contenu. Donc, tu prends un sujet qui t'intéresse, tu le documentes et ça te permet de faire un peu ta psychanalyse en mode qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Et à partir de ça, ça apporte de la valeur à des gens puisque ce que tu enseignes, c'est ce que tu savais pas le jour d'avant, en fait. Et ça, petit à petit, tu vois, c'est ce qui permet aussi, je pense, de créer du bon contenu sur le long terme. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. On arrive au terme de cet épisode. Merci à toi. Trop cool de t'avoir reçu pour la 2e fois. Peut-être une 3e, on sait pas. Je sais pas, dans 2 semaines, on fait ça. Il y a d'autres sujets là. Moi, j'en avais noté plein. Trop cool. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont encore là, désolé pour ma voix qui part. Je vais finir là-dessus. Je mettrai donc tout ce qu'on s'est dit avec Guillaume dans la description de l'épisode. Alors, pas directement dans la description, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, mais dans un lien vers ma newsletter. et puis, si on peut te contacter, du coup, bien ce que je comprends. Guillaume@l'empire.com. Voilà, vous pourrez le revoir sur LinkedIn pour les gens qui l'avaient vu, qui l'avaient pas vu pendant quelques temps. À très vite, Guillaume. Cool. Ciao, ciao. Salut, bye.